Aujourd'hui, on ne va pas parler de romans ou de livres de développement personnel, de non-fiction. J'ai envie de parler de biographie et de vous présenter 10 biographies exceptionnelles. Mais je ne vais pas aller sur des biographies de gens connus. Vous allez voir, ça ne va pas être des stars de la musique comme Mick Jagger, comme Taylor Swift. Ça ne va pas être la biographie d'hommes politiques comme Barack Obama ou de grands entrepreneurs comme Musk ou Steve Jobs. Mon but avec cette vidéo, c'est que vous repartiez avec 10 recommandations de biographies et même une bonus à la fin. J'en ai préparé une 11e, je ne pouvais pas l'enlever. Peut-être que certaines d'entre elles pourront changer votre vie, auront peut-être des questionnements et un impact sur le futur. Parce que c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Il se trouve que le format des biographies, quand j'étais adolescent, c'est le premier format de livre qui a vraiment eu un impact fondamental sur mes questionnements, sur des réponses que j'ai trouvées et sur ma propre trajectoire de vie. Et depuis du coup mes 16-17 ans, j'ai toujours lu des biographies. Je dirais peut-être un livre sur 5, un livre sur 6 que je lis est une biographie. Et je trouve que c'est un format qui n'est pas assez des fois mis en avant. Donc voilà, je fais cette vidéo pour, un, mettre en avant les biographies, et deux, ne pas citer les mêmes biographies qu'on peut voir sur Internet, dans les milieux entrepreneuriaux, de développement personnel, voilà, où tout le monde cite les mêmes livres. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la première biographie. Pour cette première biographie, je vais vous redonner un petit peu de contexte. C'est un livre que j'ai lu juste après le bac, l'été du coup, qui est entre le bac et les études supérieures. Et je me posais énormément de questions. Je ne savais pas forcément ce que je voulais faire. Je n'étais pas très content avec mes choix ou mes non-choix par rapport au post-bac. Et je suis tombé sur un livre dans la librairie de ma ville à Nancy qui parlait d'un aventurier qui avait décidé en fait de partir à l'aventure en Afrique, puis après en Asie, jusqu'à se retrouver à Katmandou à l'époque des hippies dans les années 60. Et j'avais été assez fasciné, alors pas forcément inspiré de faire pareil, mais en tout cas fasciné par la capacité de cet homme de tout quitter et d'aller à l'autre bout du monde pour vivre des expériences que peu d'entre nous, peu d'humains vivent au cours de leur vie. Ce livre, alors je suis très heureux, je l'ai avec moi. D'ailleurs, je précise, tous les livres, alors, ou du moins la majorité des livres, je les ai à côté de moi, comme je suis en France actuellement, en famille pour les fêtes au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc ce livre, c'est Flash ou le grand voyage de Charles Duchossois. Je sais pas si ça... Je pense que c'est un livre qui n'est pas du tout connu en France. Du moins, je ne connais pas beaucoup de gens qui l'ont lu, personnellement. Donc, je suis très content de vous le présenter. Donc, ce livre, c'est l'histoire d'un gars qui a eu le malheur, quand il était petit, de mettre le pied sur une mine et sur un obus, d'après la guerre, du coup, qui l'a rendu borgne. Là, il y avait des éclats d'obus et du coup, il a perdu l'usage d'un de ses d'un de ses yeux. Et donc c'est une histoire qui part d'une souffrance en fait, c'est d'avoir été défiguré, d'avoir été ostracisé à l'école, de s'être senti différent, marginalisé. Et donc plutôt que de rester, voilà, être considéré comme un cas différent, un invalide ou que sais-je, Charles Duchossois a décidé dans la vingtaine de partir en Afrique. De mémoire, je crois qu'il part au Maroc ou en Tunisie dans un premier temps, pour un projet très rattaché à des choses illégales, notamment, je crois qu'il était dans un business de hashish, de mémoire. Et petit à petit, en fait, les rencontres et les opportunités l'ont fait aller progressivement vers l'Asie, où il avait entendu dire qu'il y avait tout un début de mouvement des hippies. Donc encore une fois, on est dans les années 60, hein, vous voyez la couverture très psychédélique. Et c'est un livre qui est assez marquant parce qu'en fait on va vraiment suivre une aventure excessive, je pourrais dire, une aventure excessive de ce personnage qui va vraiment aller au bout de son projet, notamment avec la drogue. On va voir progressivement voilà, comment la drogue va prendre une partie importante de sa vie, mais en même temps qu'il va mêler à une dimension spirituelle. C'est pas un livre juste débile, entre guillemets, de gars qui se piquent. C'est un livre qui est plus profond, même si le gars va aller très très loin, vous le verrez en lisant le livre. Et moi, ce que je retiens de ce livre, encore une fois, c'est donc la capacité de se mettre en rupture avec son époque ou avec son histoire, sa propre trajectoire, et d'aller là où on pensait peut-être pas que ce genre de mec serait allé, avec ce qui lui était arrivé, avec le contexte aussi. On est dans les années 60, les gens voyageaient beaucoup moins à cette époque. Donc voilà, c'est un livre, encore une fois, qui permet aussi de vous remémorer une époque qu'on n'a pas connue, hein, pour la majorité d'entre vous, j'imagine, et de moi évidemment, la période des hippies dans les années 60, qui fera écho à un autre livre que je vais vous présenter un peu plus tard.
Donc voilà, ma première recommandation, c'est donc Flash ou le grand voyage de Charles Duchossois. Pour le deuxième livre, alors celui-ci, il me fait encore peut-être plus plaisir de vous le présenter. Là, je suis quasiment sûr que personne ne l'a lu dans mon audience. C'est le livre du plus grand génie, le mot n'est pas galvaudé, le plus grand génie qui a existé dans les jeux de cartes. Ceux qui me connaissent déjà un petit peu, ou même pas mal, savent que je viens du poker en ligne à la base. Ma première activité avant d'être entrepreneur et écrivain, ça a été d'être joueur de poker en ligne dans mon adolescence et le début de ma vie d'adulte. Et à l'époque, du coup, je fréquentais beaucoup les forums de poker aux années 2000, américains et français. Et forcément, je me suis intéressé à l'histoire du jeu du poker. Et je suis tombé sur un gars qui était considéré comme le plus grand joueur de poker avant l'époque du online. Et qui surtout était en plus de ça le meilleur joueur de poker dans d'autres jeux de cartes. Chose qui est relativement rare voilà, dans ces univers. Et donc ce joueur s'appelle Stuart Angar. Et on a la chance d'avoir une biographie de Nolan Dalla qui nous restitue ces épopées en fait assez dingues. Donc d'un livre qui s'appelle Joueur né. Donc sur Stuart Angar, le plus grand joueur de poker du monde, le sous-titre. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est pareil, vous allez voir avec les biographies, en fait on se rend compte à quel point les éléments d'enfance, les événements de l'enfance sont fondamentaux et très structurants évidemment pour la vie ensuite. Stuart Angar a la malchance d'avoir son père qui décède quand il est relativement jeune et il est placé, au lieu d'être orphelin en fait, il va être élevé par un bookmaker à New York dans les années 70. Il faut s'imaginer qu'à New York, dans les années 70, il n'y a pas de casino. Tous les jeux d'argent sont clandestins, sont dans des tripots, dans des caves. Et du coup, on va avoir Stuart Angar qui va grandir, donc entouré de mafieux, entouré de joueurs de cartes, entouré de gens qui boivent de l'alcool, et dans ces tripots. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est un peu glauque et à la fois qui est fascinant, parce que du coup, c'est aussi voilà, des fortes personnalités, des histoires incroyables. Donc il va vraiment baigner là-dedans. Il va développer une forte personnalité et petit à petit, il va se mettre à jouer aux cartes. Et bien avant 18 ans, vous pouvez vous imaginer. Et notamment donc, un jeu avant le poker qui s'appelle le Gin Rummy, qui est un jeu que je ne maîtrise pas spécialement, mais ouais, c'est un jeu qui se joue à deux, où il faut justement jouer, il y a une dimension de deviner les cartes adverses par rapport aux prises de décision que peut avoir son adversaire. Et Stuart Angar va avoir un niveau qui va être exceptionnel, au point de devenir imbattable, ce qui n'était jamais arrivé, parce qu'en fait au début il commence à, voilà, il perd quelques parties quand il est jeune, on voit qu'il progresse très vite, qu'il a vraiment des facilités pour ce jeu, et en fait très rapidement il va commencer à battre tout le monde à New York, puis il va aller à Miami et se mettre à battre encore tout le monde, et se retrouver en fait à ne plus avoir d'adversaire qui veut jouer contre lui, parce que en fait c'était impossible de le battre tout simplement, donc comme il pariait de l'argent, les joueurs sont pas bêtes, si j'ai aucune chance de te battre, je ne vais pas parier de l'argent. Et ensuite, ça va continuer notamment avec le poker, les époques incroyables de Las Vegas dans les années 80-90. Il va devenir plusieurs fois champion du monde de poker. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est que ça va devenir le plus grand joueur de l'histoire, malgré deux addictions qui malheureusement vont lui être fatales. La première, c'est une addiction au pari hippique. C'est que du coup, voilà, élevé par un bookmaker, donc passionné de paris sportifs. Il allait cramer tout son argent dans les hippodromes. Et alors, parce qu'il avait cette confiance en lui qu'il allait toujours regagner de l'argent, donc toute sa vie en fait a été des up and down au niveau financier, en fait de sa surconfiance dans sa capacité de joueur de cartes et plus précisément après de joueur de poker. Donc vous avez déjà ça. Et après l'autre versant malheureusement de ces milieux parfois, c'est la drogue évidemment. Et donc Stuart Angar est devenu complètement addict au crack notamment et va voir sa santé se dégrader. Et il y a plein d'histoires, voilà, je ne vais pas vous spoiler, mais assez exceptionnelles, où en fait il va réussir même à aller très loin, voire même à gagner des grands tournois, voilà, notamment le championnat du monde, alors que quelques jours avant, quelques semaines avant, il était au fond du trou dans des chambres miteuses à Las Vegas, à pas pouvoir se payer le droit d'inscription d'un tournoi qu'il avait gagné pourtant parfois l'année précédente. Donc vous imaginez, il avait gagné beaucoup d'argent, il cramait tout, il revenait, il y a des gens qui le finançaient parce que c'était un joueur exceptionnel, il prenait des parts du coup dans ses succès potentiels, dans ses gains potentiels, et voilà, donc si vous vous intéresser en tout cas à des trajectoires exceptionnelles de gens peu connus dans des domaines que vous ne connaissez pas forcément, voilà, je peux vous recommander dans le poker et les jeux de cartes, je pense que c'est le livre le plus fascinant que vous pourrez lire.
Il me semble qu'il y a un film aussi qui est tiré de ce livre, j'imagine, sur Stu Ungar. Donc voilà, Joueur né de Nolan Dalla. Voilà, vous pouvez pas vous louper, ça se lit hyper bien. J'ai dû le lire 3 fois ce livre les 15 dernières années. Et je reste aux États-Unis. On retourne un petit peu en arrière. Là, on est au 18e siècle, pas loin du 19e. Et on va parler d'un héritier des polymathes florentins. Donc Florence, de Vinci, ces gens qui sont autant des inventeurs, des chercheurs, des philosophes, qui ont d'une certaine manière vraiment influencé la culture occidentale. Et il y a un personnage, donc, avant la naissance d'un grand pays, les États-Unis, qui va être le polymathe ultime de son époque, et le polymathe, peut-être un des plus grands polymathes de l'histoire, et certainement pour sûr des États-Unis. Il va même devenir un des pères fondateurs des États-Unis, donc, et être un co-signataire de la Déclaration d'indépendance. Je pense que certains l'auront compris, je parle de Benjamin Franklin. Et il y a un livre exceptionnel sur lui, de Walter Isaacson, qui est un des meilleurs biographes de notre époque, qui a notamment écrit celle sur Steve Jobs et une plus récente sur Elon Musk. Mais je voulais pas parler de celle-ci, comme je vous disais en intro, je voulais parler plutôt de Benjamin Franklin. Et ce qui est incroyable avec Benjamin Franklin, bon, il y a plein de choses, hein, toute sa vie est dingue, mais c'est que c'est quelqu'un, encore que je disais, donc, qui est un polymathe, qui a commencé notamment dans l'imprimerie. Alors je me souviens plus si c'était au début à Philadelphie, puis à Boston, ou inversement. En tout cas, voilà, qui est un des premiers vraiment à avoir créé un média, des journaux, imprimé, des almanachs, des livres. Donc il y a tout ça déjà dans son début de carrière qui est fascinant, bien avant la politique. Vous verrez, la politique, en fait, c'est quelque chose qui est très tard dans sa vie. Il était très vieux quand il y a eu la déclaration d'indépendance des États-Unis. C'était déjà une légende même au sein des co-signataires, et c'était de loin le plus âgé. C'est quelqu'un qui était un inventeur aussi. C'est notamment celui qui a créé le paratonnerre. Toute sa vie, en fait, il a mélangé les activités, les casquettes, les postures, donc la politique, l'entrepreneuriat, les inventions, la recherche, les médias. Vraiment quelqu'un de fascinant. Et ce qui est intéressant quand on lit ce livre, donc au-delà de Benjamin Franklin, c'est que c'est quelqu'un qui a vécu relativement longtemps et qui a vécu une époque fondatrice des États-Unis. C'est aussi une manière de pénétrer dans l'histoire des États-Unis et de mieux comprendre ce 18e siècle qui faisait parallèle du coup à notre propre 18e siècle des Lumières en France et qui aboutit notamment sur la Révolution française. Donc voilà, c'est un livre que je ne peux que vous recommander. C'est encore une fois un des meilleurs biographes, Walter Isaacson, qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché des biographies des contemporains. C'est un peu long à lire, mais franchement, si vous rentrez dans le personnage et dans l'histoire, vous allez vraiment adorer, et je suis sûr que ce sera un de vos livres préférés si vous lisez ce livre. On reste aux États-Unis, mais cette fois-ci, on va aller dans le New York des années 70, et je vais vous parler d'une biographie qui est une biographie d'un hommage, l'hommage d'une amitié entre une chanteuse, poète et un peintre qui était connu à New York des années 70. Je vais vous parler de Just Kids de Patti Smith. Ce livre que, pareil, comme certains de la liste, j'ai lu plusieurs fois, qui est un petit livre, quand même 300 pages, mais en tout cas qui se lit très bien. Et en gros, donc l'histoire de Just Kids, c'est l'amitié entre Patti Smith, qui est une chanteuse poète assez connue aux États-Unis, et Robert Mapplethorpe, qui était donc un peintre très torturé, très talentueux à la fois. Et en fait, on va tout simplement suivre leurs aventures. Ils vivent en colocation, donc ils sont pas en couple, mais en tout cas, c'est une espèce d'amitié plus, on pourrait dire, très fusionnelle, et surtout une amitié et une espèce de connexion, une fusion artistique, et avec beaucoup de sensibilité. Et c'est un livre qui m'a beaucoup parlé parce que personnellement, j'ai beau être entrepreneur et écrivain, j'ai une partie de moi aussi qui se réfère beaucoup aux artistes. J'aime cultiver cette sensibilité et comprendre même plus profondément des gens qui sont vraiment purs artistes, comment ils pensent, comment ils vivent, comment ils ressentent les choses surtout. Et j'ai trouvé ça vraiment très éclairant en fait d'avoir ce genre de témoignage. Il y a aussi de très belles choses par rapport au lien, à l'amitié, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et le titre aussi, Just Kids, donc rester juste des enfants, vraiment de cultiver ce lien
à l'insouciance, la naïveté dans la création, d'enlever comment dire, les limites qu'on se met, les conditionnements qui peuvent se constituer avec le temps, et vraiment d'être dans la pureté. Et en fait, c'est vraiment ça, je pense, ce livre. C'est un livre sur la pureté de la relation, la pureté de l'art, la pureté de la transmission aussi. Donc je vous le recommande fortement. Je vous le recommande fortement. Et c'est aussi une manière de comprendre le New York et les États-Unis, mais plus le New York des années 70, sur le versant art. C'est aussi l'époque, si je ne m'abuse, il doit y avoir Andy Warhol, je sais qu'il parle aussi de Jimi Hendrix dans ce livre. Voilà, il y avait énormément d'artistes underground, rock aussi. Donc voilà, je pense que c'est une recommandation qui pourra parler, qui pourra donner un petit peu d'éclectisme à vos choix de livres et même dans vos choix de biographie. Parce que voilà, de ne pas lire encore une fois que de la politique, de l'entrepreneuriat ou des gens qui sont très connus actuellement, mais de retourner vraiment sur des époques. Voilà, je pense que Baptiste représente une époque révolue, du coup, le New York des années 70. Voilà, je continue, et là je vais aller sur un livre que j'ai en 2 exemplaires avec moi, qui est le livre qui, je pense, était le plus fondamental dans ma construction personnelle. C'est un livre que j'ai lu quand j'avais 16 ans, ou 17 ans, quand j'étais au lycée, et qui m'a fait prendre conscience que, en fait, il y avait d'autres chemins que celui que l'école était en train de me montrer. Alors, soit qu'il me montrait concrètement, ou que moi je le comprenais. Voilà, j'étais dans un environnement où voilà, on me disait il faut que tu ailles à l'école, il faut bien travailler, il faut suivre le chemin pour après trouver un bon travail et pouvoir vivre correctement. Et je suis tombé sur des gars qui étaient à New York aussi, encore une fois. Là, cette fois-ci, on redescend encore un peu, années 50, après-guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, et qui, eux, vont décider, voilà, on va pas aller dans une vie, on va aller chercher la sécurité, le confort, avoir notre petit salaire, notre petite vie rangée, etc. On va aller à l'aventure et on va aller au bout de qui nous sommes. Et ces gars se sont retrouvés du coup dans un premier temps à Denver pour ensuite plonger vers San Francisco, donc, qui était un centre vraiment de gens entre guillemets marginaux, mais au sens positif, de gens qui étaient hors normes, qui voulaient défier les normes, défier les conventions. Et donc on va suivre leurs aventures sur la route. Donc voilà, donc là je vous ai donné le nom du livre pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Donc je parle de Sur la route de Jack Kerouac, donc que j'ai en 2 exemplaires. Et donc c'est un livre que je recommande pour ceux qui ont un désir d'aventure, qui veulent s'échapper, qui veulent explorer. Alors, je ne sais pas s'il parlera à tout le monde ce livre-là. Sinon il y a le film aussi qui peut être intéressant pour ceux qui ne veulent pas entrer dans le livre. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un livre qui va vous montrer c'est quoi la vie de poètes, de gens qui essayent de faire des expériences, qui ne se contentent pas de ce qu'il y a devant eux. Il y a notamment l'amitié très forte entre l'auteur Jack Kerouac et Neal Cassidy, ou Dean Moriarty, selon si on prend le nom du personnage du roman ou le nom du personnage réel, parce que c'est une fiction qui n'en est pas une, en réalité c'est une autobiographie, c'est pour ça que je le mets dans la catégorie de biographie. Il y a même d'ailleurs une des versions où ils ont remis les noms originaux des personnages plutôt que des pseudos, enfin des noms de personnages, de romans. Et donc vous avez donc cette amitié entre celui qui est un ancien sportif, Jack Kerouac, mais qui s'est mis dans la poésie, qui est vraiment dans le craft, l'écriture, et l'homme vivant, l'homme qui brûle, comme dit Jack Kerouac, qui, comme il dit dans une phrase très célèbre, voilà, c'est les seules personnes qui comptent pour lui, c'est ceux qui brûlent, qui brûlent, qui brûlent. Et là, vous avez quelqu'un qui est incandescent, qui va énormément apporter à cette bande de poètes, un peu coincés des fois, mais qui va se décoincer notamment grâce à ce Dean Moriarty et Neal Cassidy. Et c'est pour ça que je peux que vous recommander Sur la route, même si je trouve qu'il y a quelques longueurs, donc n'hésitez pas à passer, voilà, quand il y a des longues descriptions qui ne vous parlent pas vous, quand ils parlent d'un endroit aux États-Unis où vous en avez un peu rien à faire, faut essayer de capter l'essence du message et l'énergie. Jack Kerouac était aussi quelqu'un qui était passionné de jazz, qui était voilà, une musique très très importante dans les États-Unis, notamment du sud, de cette époque-là. Et donc, il a essayé même d'écrire, pour vous dire, ce roman, et donc cette biographie, autobiographie, avec le rythme du jazz, avec ce qu'il appelle l'écriture automatique, qu'il aurait écrit voilà, sur un rouleau qui me semble exposé à Paris, le rouleau original, donc qui fait des milliers de mètres, j'imagine, du premier jet de Sur la route. Si vous aimez d'ailleurs tous les livres que je vous mentionne là, en tout cas qui titillent votre intérêt, n'hésitez pas à les voir en description aussi. Je vous ai mis une liste de 250 livres dans tous les domaines,
Donc des biographies, mais aussi des livres de philo, des romans, des livres de business, des livres de développement personnel, de non-fiction, essais, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, j'ai ma méga liste que je vous ai mis donc gratuitement en description, donc allez tout de suite la télécharger ou en fin de vidéo, voilà, tranquillement, quand vous aurez toutes les recos de biographie. Et on va passer donc à la lecture suivante. Et là, cette fois-ci, on revient en France et je vais aller quand même sur une icône de la musique. Alors je sais, j'ai dit pas de star, etc. Bon, c'est quelqu'un qui est décédé depuis maintenant 33 ans. Il se trouve qu'il est décédé l'année de ma naissance, quelques jours avant ma naissance. Et c'est quelqu'un qui allait au-delà de son identité de musicien et de chanteur. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de controverses, qui a créé beaucoup de controverses à son époque, qui a vécu et en même temps qui a eu des vraies blessures qui ont été fondamentales évidemment dans sa construction personnelle. Je vous parle de Gainsbourg, évidemment je ne vais pas aller plus loin dans le teasing. Et il y a une biographie de Gilles Verland, qui est assez longue, là je l'ai en poche, donc pour le coup c'est quand même presque 1000 pages, donc il faut s'accrocher, un peu moins, 900 pages. Mais c'est une épopée. C'est une épopée parce que ce gars-là, il a une vie exceptionnelle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa musique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, c'est une... voilà, ça valait il mérite ses 900 pages. C'est quelqu'un qui déjà se trouvait moche. En fait, c'est le premier truc, c'est le rapport à soi. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas physiquement, qui va essayer toute sa vie de s'accepter dans l'art, et aussi dans son rapport à lui-même. Quelque chose qui va beaucoup jouer d'ailleurs dans ses relations. Après, il a été considéré comme quelqu'un qui a été en relation avec les plus belles femmes, en tout cas connues de son époque, notamment Brigitte Bardot. Mais ça montre, d'un point de vue psychologique, qu'il y avait une quête aussi de reconnaissance, de reconnu par l'autre, accepté, aimé, par rapport notamment à ce rapport à son physique. Et un autre point qui était très important, qui m'a marqué aussi dans ce livre, c'est le rapport qu'il avait à son art, la musique, la chanson, qu'en fait, on se rend compte qu'il n'aimait pas tant que ça. Du moins, il le méprisait ou il le considérait pas autant que son art majeur pour lui, qui était la peinture. À la base, Gainsbourg, il fait des études de peinture. Quand il est petit, il veut devenir un grand peintre, mais il n'a pas le talent, selon lui, en tout cas, il n'a pas persévéré pour devenir ce grand peintre. Et donc, il va petit à petit découvrir d'autres arts, dont la musique, mais il ne va jamais considérer la musique comme un grand art, contrairement à la peinture, à la sculpture ou d'autres des grands arts. Donc c'est un livre qui nous fait rentrer vraiment dans la psychologie du personnage, très documenté. Voilà, 900 pages, vous avez énormément de références, vraiment ça va très très loin, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est... En fait, il y a toute la vie évidemment de Gainsbourg et ça vous permet de comprendre comment un homme se construit, donc avec le point de départ que je vous ai donné, et aussi comment une œuvre se développe. Parce que du coup, Gainsbourg, ce qui est intéressant, c'est que certes, c'était la génération, les yéyés, comme on les appelait. Je crois qu'il en faisait partie, hein. Je ne suis pas un spécialiste de la musique, encore moins de cette époque. Mais il avait sa patte. Il a ramené des choses parfois des États-Unis, mais en même temps, il a créé aussi ses propres sonorités, ses propres sons. Et donc c'est quelqu'un qui était avant-gardiste à certains niveaux, qui n'hésitait pas aussi à se créer des personnages, à faire preuve de provoque, qui était du coup un très bon client pour les émissions télévisées de l'époque. Et voilà, je pense que c'est un personnage qui a été assez à part dans le milieu médiatique, le milieu artistique français du XXe siècle. Ça fait un petit moment maintenant qu'il nous a quittés, donc symboliquement pour moi c'est ma date de naissance. Mais du coup, je pense que ça vaut le coup de se replonger dans ce genre de personnage iconique. Et là, on a vraiment une super bio, donc pour les plus motivés. Voilà, Gilles Verland, Gainsbourg, c'est vraiment du très très bon. J'ai lu ça quand j'avais début de la vingtaine et je suis encore habité en fait par ce livre, comme d'ailleurs la majorité des livres que je vous présente aujourd'hui. La biographie dont je vais vous parler maintenant, c'est à mon sens une des plus tristes et plus tragiques de la liste. C'est l'histoire d'un jeune Américain qui était considéré comme un petit génie, encore une fois, mais qui malheureusement ne va pas pouvoir nous faire bénéficier de tout ce qu'il aurait pu apporter à la société. C'est quelqu'un que j'ai découvert à travers un documentaire que je mettrai en description. Là, le nom m'échappe, c'est un nom en anglais, mais c'est un rue aussi, le The Internet Boy, quelque chose comme ça. Et donc il y a une écrivaine, alors j'ai pas le livre avec moi, j'ai un autre livre,
Il s'appelle Flore Vasseur, qui a écrit un livre donc, sur Aaron Swartz. Je vais donner son nom tout de suite, que je pense que vous ne connaîtrez pas. C'est très très rare, je pense, les gens. Je n'ai jamais rencontré, je crois, quelqu'un vraiment en France qui connaît Aaron Swartz. En lui, des amis à qui j'en ai parlé. Et le livre de Flore Vasseur s'appelle Ce qui reste de nos rêves, donc sur l'histoire de ce Aaron Swartz. Moi, j'ai un autre livre, c'est un recueil de ses écrits, parce qu'il avait un blog aussi à l'époque, qui s'appelle donc Celui qui pourrait changer le monde, que je vous recommande aussi en passant. Du coup, voilà, tout ne vous intéressera pas, mais c'est des sujets qui sont quand même très intéressants. C'est quelqu'un qui a notamment, pour vous donner un peu le contexte, qui a créé Wikipédia quand il avait 12-13 ans avant Wikipédia, qui à 15 ans ou 16 ans a été la pièce maîtresse ou une des pièces maîtresses de la création des flux RSS. Donc ça parlera peut-être plus aux gens maintenant, mais les flux RSS, c'était une technologie qui permettait de faire remonter les articles, les blogs à différents endroits. C'est ce qu'on utilise encore aujourd'hui dans le podcasting, les flux RSS. Donc c'est une technologie qui est juste hyper structurante pour Internet. Il a co-créé Reddit, qui est un des 5 ou 10 sites les plus visités au monde. Et il était le conseiller, avant ses 18 ans, d'un homme, dont le nom m'échappe, un homme politique qui s'était présenté aux élections américaines, pour vous montrer l'influence du mec. Et en fait, ce Aaron Swartz, comme nous l'explique donc Florence Vasseur, ou comme vous pouvez le voir avec le documentaire, je vous mettrai en description, c'est quelqu'un qui était profondément animé par l'importance de diffuser la connaissance, le savoir, de manière gratuite et à tout le monde. C'était donc un des premiers enfants d'Internet. Je ne sais plus sa naissance, mais c'est un enfant des années 80 qui a eu Internet très très jeune, l'ordinateur très jeune. Et il était fasciné par ça. Lui, il a appris, vraiment, c'était un fasciné, il lisait des livres, mais vraiment Internet, vraiment l'a ouvert sur le monde. Et ça le rendait fou, en fait, que certaines personnes, notamment les universités américaines, ne donnaient pas accès aux papiers scientifiques, aux différents papiers de recherche, qui avaient des gatekeepers, du coup, des blocages, et qu'on ne pouvait pas accéder gratuitement donc, à cette information qui pourtant, en fait, quand je donne l'information à mon voisin, je ne la perds pas pour autant. L'information est un jeu à somme positive. Alors que les universités ou d'autres pare-feux essayent de les garder pour elles comme si on était encore je sais pas, au 16e, 17e siècle, là où à l'époque, avoir l'information était très important et conférait un énorme avantage sur le voisin, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on fait de l'information qui compte, plus qu'avoir l'information. Donc l'information est abondante. Et donc, Aaron Swartz a beaucoup œuvré et milité pour ces sujets-là, notamment aussi des sujets connexes comme la neutralité du web. C'est un des premiers, c'est en tout cas des militants principaux pour éviter que le web soit cloisonné. Il y a eu des projets, je crois qu'il y en a eu toujours d'ailleurs, c'est possible qu'il y ait des choses qui soient passées aux États-Unis depuis, de dire par exemple, là vous aurez Internet, mais vous aurez accès qu'à cette partie d'Internet, sauf qu'il faut payer plus. Voilà, encore des upsells, des manières de faire payer plus les consommateurs, ou tout simplement de ne pas avoir accès à tout Internet, donc avec une forme de censure, comme il peut y avoir dans d'autres États dans le monde. Et donc, voilà, donc l'histoire de ce gars est fascinante, c'était vraiment un petit génie. Alors vous voyez, j'ai plus ou moins spoilé, mais malheureusement, donc ça a mal fini pour lui. Il s'est suicidé, il devait avoir 27-28 ans, je ne sais plus l'âge exact, dans les années début des années 2010, si je ne me trompe pas. Et la raison, c'est qu'en fait, il allait au bout de son projet. Il était vraiment animé et dégoûté par ce que je disais précédemment par rapport aux universités qui bloquaient les papiers, qu'il fallait payer du coup en tant qu'étudiant, même parfois pour avoir accès à la connaissance. Pas payer les écoles, mais payer les papiers, en plus de payer les écoles. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait pirater lui-même donc le serveur d'une très grosse fac américaine pour récupérer toutes les données, pour après les mettre gratuitement sur le web. Et il s'est fait choper, donc il y avait une caméra dans la salle des serveurs, il s'est fait choper. Et après, en fait, les gouvernements américains, certaines institutions américaines, ont utilisé cet acte pour lui mettre une pression monstre, parce qu'ils avaient vu que c'était vraiment quelqu'un qui pouvait être entre guillemets, dangereux pour le statu quo, et l'ont menacé donc de 35 ans de prison, et aussi de ne jamais pouvoir, s'il ne prenait pas 35 ans de prison, de ne jamais pouvoir militer ou se représenter politiquement, sachant que Aaron Swartz était vraiment destiné à faire de la politique, en tout cas de la métapolitique, et donc il fallait complètement qu'il disparaisse du champ médiatique et du champ politique,
Donc pour lui, c'était insoutenable. C'était vraiment se compromettre à 100% par rapport à qui il était et ses aspirations. Et donc voilà, c'était quelqu'un aussi de très sensible. On peut le voir dans le documentaire. Voilà, il me semble qu'il a été sujet aussi à plusieurs dépressions. C'est quelque chose qu'il n'a malheureusement pas pu supporter. Et il a préféré mettre fin à ses jours, donc relativement jeune. Mais aujourd'hui, voilà, on a encore l'héritage d'Aaron Swartz. Il y a son blog en ligne. Donc vous avez ce livre pour ses écrits qui sont tirés notamment de son blog. Et donc le livre de Flore Vasseur, Ce qui reste de nos rêves, que je vous recommande à 100% aussi. On va retourner sur une autre histoire. Alors là, je fais dans le tragique encore une fois. Autre livre qui a été fondamental dans ma jeunesse, mon adolescence et début de ma vie d'adulte. C'est l'histoire d'un gars, j'ai pas compris quand j'ai lu le livre et après vu le film, qui a tout pour réussir, qui est en train de tout réussir et qui va décider de tout quitter. Lui, dans les meilleures écoles aux États-Unis, il a une super famille d'inventeurs, de gens qui ont l'air brillants, mais il n'est pas satisfait. Il voit que ses parents en fait sont superficiels, qu'ils ne sont pas heureux en réalité depuis qu'ils sont adultes et qu'ils ont des sourires de façade, qui sont au final dans le système et qui sont pas épanouis dans tout ça, malgré le succès apparent qu'ils peuvent avoir. Et il questionne énormément le chemin qu'il est en train de prendre avec ses grandes études, le surcapitalisme, le surconsumérisme dans lequel les États-Unis étaient déjà les deux pieds dedans, évidemment, dans les années 80, au moment où commence l'histoire. Et il va partir, brûler sa carte, son passeport, sa carte d'identité, brûler son cash et se casser le plus loin possible. Donc voilà, c'est une histoire qui s'est fait mondialement connaître à travers un film, donc vous avez peut-être compris de quoi je parle, de quel livre je parle. Je parle de Into the Wild de Jon Krakauer, l'auteur, sur l'histoire de Christopher McCandless. Je vais si je le prononce bien. Mais ce livre, alors c'est très connu, moins en moins peut-être, parce que maintenant c'était en 2007 le film, donc mais peut-être moins en moins de gens qui ont vu ce film. Je sais que les gens autour de mon âge, c'est un film qui a été assez connu et qui a marqué pas mal ma génération. Mais j'ai quand même envie d'en parler, parce qu'il a été fondamental dans ma propre construction. Pour vous dire, quand j'ai lu ce livre et vu le film, j'ai bugué pendant 2 semaines. Je me souviens, j'étais en début de mes études supérieures, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait là? Ça n'a pas de sens, j'aime pas ce que je fais, je sais même pas pourquoi je le fais, j'ai même pas envie de faire ce qu'il y a après, et je suis en train de m'engluer dans quelque chose en fait parce que je fais pas de choix, je suis pas courageux. Et alors j'ai pas forcément fait de la meilleure manière, mais c'est ce qui m'a permis de me casser, de quitter, en tout cas cette année-là, les études que je faisais, et d'aller découvrir et creuser d'autres sujets, notamment pour moi à l'époque c'était le poker en ligne. Mais ce livre vraiment va vous... même si vous avez vu le film, lisez-le, parce que vous allez vraiment comprendre plus en profondeur pourquoi il est parti, quelle est l'histoire qu'il a vécue, du coup, jusqu'à l'Alaska, et vraiment toutes les rencontres aussi qu'on peut voir dans le film. Christopher McCandless, en gros, il a voyagé pendant 2 ans et quelques, 2 à 3 ans, avant de finir en Alaska. Et donc, c'est une histoire incroyable qui m'a énormément inspiré. C'est lui aussi qui m'a initié à des auteurs comme Tolstoï, ou encore plus comme Henry David Thoreau, très connu pour Walden. Donc voilà, il m'a ouvert aux livres d'une certaine manière aussi, d'autres livres que les biographies. Il a fait le pont pour moi entre la biographie peut-être et la philosophie aussi, grâce à ses recommandations indirectes de lecture. Comme vous l'avez vu peut-être dans le film, comme Aaron Swartz, malheureusement, fin tragique, erreur de plantes qu'il a consommées, et il est mort du coup en Alaska, dans le fameux Superbus, mondialement connu maintenant, ce bus jaune en plein milieu de l'Alaska. Et voilà, donc je vous le recommande. Si vous n'avez pas lu le livre, et même si vous avez vu le film, vraiment, c'est court, je crois que c'est 220, 230 pages. Ça vous donnera d'autres éléments de compréhension aussi sur cette histoire. Et voilà, et c'est excellent. Donc allez-y, vous ne le regretterez pas. Maintenant, le livre suivant, j'ai pas malheureusement la copie, je l'ai lu en Kindle, donc il sera aussi affiché à l'écran. C'est un livre écrit déjà par un prix Goncourt français qui s'appelle Alexis Génie, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années sur une conférence. Et donc déjà, c'est un super auteur. C'est cool d'avoir un biographe qui écrit très bien, parce qu'il écrit des romans, et vraiment il a un style qui est génial. Donc déjà, la biographie dont je vais vous parler, d'un point de vue stylistique, est top. C'est déjà le premier truc. Et l'histoire du mec, la personne dont je vais parler, l'est d'autant.
On va parler d'une personne qui est considérée comme peut-être le plus grand écologiste américain du 19e, donc un des premiers, hein, vous imaginez, au 19e siècle, quelqu'un qui a décidé de quitter le monde industriel et ses qualités d'inventeur. C'est quelqu'un qui avait des capacités d'invention et qui aurait pu faire énormément d'argent avec ses qualités, et qui a décidé de partir vivre dans la nature en communion avec celle-ci, avec la faune, la flore, et d'écrire énormément pour témoigner de ce qu'est la vie dans la nature dans un moment où, un petit peu comme Thoreau d'ailleurs dans Walden, la majorité des Américains et du monde entier va s'industrialiser et commencer à travailler dans les usines. Et il y avait donc une déconnexion entre la nature et l'homme. Et lui a essayé vraiment de dire non, en fait la nature c'est hyper important, on ne peut pas juste la ravager, il faut aussi qu'on n'oublie pas que c'est notre habitat naturel. Enfin, en tout cas naturel, en tout cas c'est un habitat qui est important pour nous, il y a d'autres, c'est plus subtil que ça. Et aussi qui était donc un des grands protecteurs des grands parcs nationaux américains, jusqu'à avoir créé un groupe qui s'appelle le Sierra Club, qui est le plus gros groupe de protection de la nature et de l'environnement aux États-Unis, toujours à ce jour. Le titre du livre, c'est « J'aurais pu être millionnaire, mais j'ai choisi d'être vagabond », donc d'Alexis Génie. Et la personne dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est John Muir. Donc ça parlera peut-être à certains. Moi, je ne le connaissais pas forcément très bien, voire pas du tout même avant de lire cette biographie en 2020. Et voilà, donc pour toutes les raisons que j'ai citées là en amont, je vous recommande fortement cette lecture. Ça va vous faire voyager, ça va vous faire questionner votre rapport à la nature. Moi, je l'ai lu pendant le confinement, le premier confinement en 2020, quand on était enfermés. Donc, c'était assez particulier. Je voyais les arbres dehors. Quand je marchais, j'essayais de recréer un lien. C'est un peu bizarre, mais on était tellement déconnectés de tout ça à cette époque. Donc voilà, c'est un magnifique livre. C'est 200-250 pages. Ça se lit très très bien. Et surtout, c'est inspirant. Ça questionne nos modes de vie. Ça questionne nos choix collectifs. C'est un gars qui a autant écrit que vécu vraiment pleinement sa vie, qui a œuvré vraiment aussi pour quelque chose dans lequel il croyait. Donc même si vous n'êtes pas intéressé par l'écologie ou directement par la nature, ce que je peux vous recommander, en tout cas, notamment au-delà de l'aspect écologique, l'aspect reconnexion à la nature, d'aller vous balader en forêt ou autre, au moins de prendre ce qu'il y a à prendre dans ce livre pour vos propres combats, vos propres œuvres personnelles, vos propres chemins. Et ça vaut d'ailleurs avec toutes les biographies que je présente depuis le début de cette vidéo. Donc voilà, j'aurais pu choisir d'être millionnaire, mais j'ai choisi d'être vagabond, sur John Muir par Alexis Génie. On arrive au 10e et dernier livre. Alors même si pas tout à fait, parce que j'ai gardé un bonus que je voulais absolument vous donner, mais en tout cas le 10e livre de ma liste, dont je n'ai pas l'exemplaire en copie physique, c'est Mermoz de Joseph Kessel. Je le dis direct cette fois-ci. C'est une histoire incroyable. Mermoz, c'était un pilote de l'Aéropostale. L'Aéropostale, c'était les premiers aviateurs qui étaient chargés de mission de vous transmettre le courrier, tout simplement. Donc il y a eu des avions, ça paraît dingue maintenant, mais voilà, il y a à peine 100 ans, c'était très compliqué de faire des transmissions de courrier entre les pays, notamment. Donc l'Aéropostale s'est créé sur une opportunité avec le début de l'aviation, après la Première Guerre mondiale, qui était donc de transmettre le courrier entre notamment la France et l'Afrique du Nord, puis entre la France, l'Afrique et l'Amérique du Sud, notamment l'Argentine et la cordillère des Andes, on va en parler. Et Mermoz, c'est tout simplement c'est un ami de Kessel, qui est un des grands écrivains français du XXe siècle, écrivain, on peut dire voyageur, en tout cas un grand reporter qui était passionné d'aviation, ami aussi avec Saint-Exupéry, qui était lui-même un des grands membres de l'Aéropostale. Et donc Mermoz, c'est considéré comme le plus grand aviateur de cette confrérie de dingue. Les gars qui étaient dans l'Aéropostale, il faut savoir, alors on faisait pas des vieux os. Quand on était à l'Aéropostale, généralement, au bout de quelques années, on mourait. C'était pas le meilleur plan de longévité d'être pilote d'avion à cette époque, et a fortiori quand on pilote tous les jours pour traverser des montagnes comme la cordillère des Andes. En tout cas, c'était on pourrait dire des héros modernes, même si ça peut paraître futile pour certains de faire ça pour des courriers. En tout cas, ils ont permis de faire avancer l'aviation et en même temps les moyens de communication, de transmission
entre continents. Donc c'est quand même une épopée incroyable, c'est aussi un énorme business. D'un point de vue business, c'est intéressant l'aéropostale, comment ça s'est construit. Et donc Mermoz, voilà, il y a plein d'histoires dans le roman de Kessel. Bah, Kessel, c'est un grand écrivain, donc en plus le style est super. On sent qu'il est touché vraiment. C'était aussi un hommage à cet homme. Il avait promis à Mermoz d'écrire un livre sur lui s'il était amené à décéder, notamment dans son travail. Chose qui était très probable, hein, comme je vous le disais. Hein, ils en avaient tous conscience quand ils étaient à l'aéropostale. C'était des funambules déserts, ces gars-là, qui savaient que les jours étaient comptés. Mais il y a plein d'histoires de dingue quand même. Il y en a une qui m'a marqué où il se retrouve un moment à devoir se poser ou presque même à se cracher dans la cordillère des Andes et à repartir en étant sur la crête d'une montagne et en se laissant du coup glisser, donc l'avion, hein, glisser et accélérer pour pouvoir repartir ensuite et passer la montagne qui était à côté, en tout cas la crête qui était à côté de lui. Bref, c'est plein d'anecdotes comme ça. C'est aussi beaucoup de messages sur la fraternité entre les pilotes, le dépassement de soi, le dépassement de la peur, le courage, le sens aussi qu'il trouvait dans le fait de transmettre le courrier, les histoires avec Saint-Exupéry. Enfin, voilà, c'est une super biographie. C'était un personnage haut en couleur, Mermoz, raconté par un autre personnage haut en couleur qui est Kessel, avec encore une fois tout cet environnement entre les deux guerres mondiales, avec la montée de l'aviation, le développement des technologies de l'époque, voilà, le téléphone qui est en train de monter, enfin voilà, plein de choses qui sont intéressantes dans ce livre que je vous recommande du coup fortement, donc Mermoz de Joseph Kessel. Et je ne m'arrête pas ici, j'ai un dernier livre là, à côté de moi, qui est, je dirais pas le plus important pour moi, mais en tout cas je suis très content de pouvoir vous en parler, qui est d'un écrivain qui est pour moi le boss des biographies. J'ai parlé de Walter Isaacson contemporain, mais là on parle d'une personne du XXe siècle, fin 19e, début du XXe, qui a écrit énormément de biographies très connues. Je parle de Stefan Zweig, qui est un romancier, un écrivain de nouvelles notamment allemandes et de biographies qu'on a écrit énormément, qui lui-même est autrichien. Et j'aurais pu vous parler de plein de biographies qu'il a écrites, j'aurais pu vous parler de celle sur Nietzsche, celle sur Balzac, celle sur Marie-Antoinette, celle sur Erasme, celle sur Romain Rolland. Voilà, je vous donne des noms, name dropping, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de son autobiographie, qui est le dernier livre, il me semble qu'il a écrit, ou un de ses derniers livres, au début de la Seconde Guerre mondiale. Et Stefan Zweig, donc, qui était quelqu'un de très pudique, il ne sait pas grand-chose sur sa vie, et même dans son autobiographie d'ailleurs, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il est resté assez pudique. Il a écrit donc ce livre qui s'appelle « Le monde d'hier ». C'est un livre que je relis, même au moment où je fais cette vidéo, d'ailleurs je suis en train de le relire, et je le lis tous les 2-3 ans, parce qu'en fait c'est un livre qui doit faire 400 pages et quelques, 450, 60, ouais, et qui est plus qu'une autobiographie, un témoignage d'une époque majeure, qui est donc, la fin du 19e dans l'Empire austro-hongrois. Lui il est autrichien, il vit à Vienne, d'un homme qui était l'homme le plus lu, qui est devenu l'homme le plus lu en langue allemande du XXe siècle, de son vivant, qui était juif, donc vous imaginez, donc XXe siècle, vous faites la connexion avec tout ce qui s'est passé, et qui a connu tous les gens les plus brillants de son époque, que ce soit Freud, que ce soit Romain Rolland en France. Enfin, voilà, il a vraiment connu tout le monde. Il était beaucoup aussi en Suisse où il se regroupait pendant les guerres. Et donc c'est vraiment un livre historique, sociologique, idéologique, au sens où on comprend les idéologies de l'époque, et biographique, pour comprendre Stefan Zweig. Et je l'adore ce livre parce qu'en fait, c'est un gars un auteur, je dirais un gars de Peter, parce que je me sens proche d'eux, qui était très humble, empli de doutes, étonnamment, qui s'est beaucoup posé de questions toute sa vie, donc ça rassure aussi, de se dire que l'écrivain le plus lu de son époque, en tout cas en langue allemande, et un des plus lus au monde, était quelqu'un qui doutait énormément, qui respectait énormément ses contemporains, qu'il admirait, qui était prêt à se mettre derrière eux, au sens de s'effacer, comme par exemple les biographies qu'il a pu faire notamment sur Romain Rolland, qui est un grand penseur français du XXe, et historien aussi, et musicien. En tout cas, il y a s'effacer derrière les grandes figures, Balzac, Nietzsche, Erasme, et
Et ça, je trouve ça beau, en fait. Qu'un grand écrivain qui sait écrire de la belle fiction, qui est un fin psychologue, un fasciné par la nature humaine, qui a écrit des magnifiques nouvelles, je pourrais toutes les recommander, les nouvelles, mais c'est pas l'objet de cette vidéo, qu'il a écrit ce livre, vraiment aussi, comme cette biographie, vraiment un témoignage, vraiment de qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il a moins aimé aussi dans sa vie, les grandes rencontres qu'il a faites, comment il s'est constitué vraiment, notamment avec ses amis dans sa jeunesse à Vienne. Il a fréquenté des gens comme Rilke, comme Haussmann, des grands poètes germaniques, enfin germanophones. Et voilà, donc je voulais vraiment vous en parler parce que Stefan Zweig, vous pouvez lire toutes ses biographies potentiellement, j'en ai pas une que je vous recommande pas. Et l'ultime, qui serait l'autobiographie, qui au final est un ensemble de biographies parfois un peu déguisées, où il va parler d'énormément d'événements, de rencontres qu'il a faites. Donc je vous le recommande vraiment chaudement. Et je vais m'arrêter sur ce livre. Voilà, je ne vais pas faire un deuxième bonus, c'était le 11e. Mais c'était un plaisir vraiment de vous partager toutes ces lectures. J'espère que vous repartirez de cette vidéo avec des recommandations tout de suite que vous allez avoir envie d'aller acheter, de commander. Dites-moi en commentaire aussi, à votre tour, quelle est votre biographie préférée. Je suis toujours à la recherche de nouvelles recommandations de lecture, donc ça fait plaisir de lire les vôtres. Donc mettez en commentaire celles que vous avez préférées dans votre vie. Si vous n'avez pas forcément d'idée, au moins dites-moi dans ma liste que je vous ai donnée laquelle vous avez envie de lire le plus. Ça permet de comprendre aussi par rapport à comment j'ai présenté, lequel a le plus matché, on pourrait dire, avec mon audience, vous qui regardez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos de ce type, de recommandations de lecture sur différentes thématiques et des conseils pour mieux lire, pour mieux penser, prendre des notes, mieux écrire aussi. On va beaucoup parler de ça dans les prochaines années. Je vous mets une autre vidéo, cette fois-ci sur les romans, qui je pense va beaucoup vous plaire, voilà, pour remplacer vos livres de dev perso parfois par des romans qui peuvent autant voire plus vous apporter. Et quant à moi, donc je vous dis à dimanche prochain 10 h pour une prochaine vidéo. C'était JCK.